Donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir Lucas Pabirani du PUA, du Pôle interétablissement d'addictologie, qui va donc nous parler de son travail en lien avec la déficience de vitamine D comme prédicteur de l'intensité du craving et de la reconsommation. Donc un travail sous la direction du professeur Fatsias, de Thomas Berthoz et de toute cette équipe dont tu vas nous parler, que tu as, il me semble, déjà présenté plusieurs fois. Donc, on te remercie de prendre le temps d'en reparler pour les RIDA. Vas-y, je te passe la parole. Du coup. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Merci Jean-Marc et merci de m'accueillir pour ce RIDA pour aujourd'hui. Oui, en effet, c'est un travail que j'ai mené dans le cadre de mon année de recherche en Master 2 international en neurosciences. Mais de nouvelles données se sont rajoutées. Du coup, c'est assez nouveau et vous allez être au courant des dernières mises à jour de cette étude qui porte donc sur la déficience de la vitamine D comme prédicteur de l'intensité du craving, de la reconsommation. Et comme Jean-Marc vous l'a dit, c'est un travail qui a été mené sous la direction du professeur Fatseas, du docteur Berthoz et de l'équipe ECOPSY, qui sont une équipe qui fait partie de l'INSIA à Bordeaux. Cette présentation, elle va se dérouler en 5 parties. Et rien de nouveau, la première, ça sera une partie introductive. Donc, avant tout, la vitamine D ou encore cholécalciferol, c'est une protéine liposoluble qui est bien connue dans le métabolisme phosphocalcique, mais des recherches plus récentes se sont plus spécifiquement intéressées à son action au niveau du système nerveux central. En effet, on retrouve la présence de récepteurs à la vitamine D dans le cerveau et cette vitamine D a une action neurotrophique, neurodéveloppementale et neuroprotectrice. Et des études chez l'animal ont montré que les souris transgéniques sans récepteur à la vitamine D ou VDR étaient plus anxieuses et plus sensibles à la nouveauté. Et par ailleurs, chez l'homme, il y a un lien entre le déficit en vitamine D et certains troubles psychiatriques comme la dépression ou la schizophrénie, avec des symptômes plus sévères chez ces patients avec un déficit en vitamine D. Alors, on retrouve ces récepteurs à la vitamine D dans les structures anatomiques qui participent au système de la récompense. Donc, le système de la récompense est le network le plus impliqué dans le trouble de l'usage. Et de façon intéressante, l'action neuroprotectrice de cette vitamine D semble concerner plus spécifiquement les voies dopaminergiques impliquées dans l'addiction. Par ailleurs, la vitamine D, elle participe à la synthèse de la dopamine de deux manières. De manière directe par la régulation de la tyrosine hydroxylase ou de manière indirecte en participant à la synthèse du GDNF, mais aussi du NGF. Alors, il est légitime de se poser la question du rôle éventuel de la vitamine D dans la physiopathologie de l'addiction, tant par son développement que dans son maintien, en perturbant cette transmission dopaminergique. Et donc, cette dysrégulation dopaminergique est bien retrouvée dans l'addiction pourrait être expliquée par une carence en vitamine D. Alors, un petit rappel qui pour vous va peut-être vous sembler très familier, mais qu'est-ce que c'est que le trouble de l'usage? Le trouble de l'usage, c'est une des pathologies psychiatriques les plus répandues dans la population mondiale. On dit que c'est 20% de la population mondiale qui est touchée par un trouble de l'usage. C'est une maladie chronique émaillée de rechutes avec de nombreuses conséquences médico-psychosociales, telles que les pathologies cardiovasculaires, les troubles psychotiques induits ou bien encore la perte de l'emploi. Mais au fond, qu'est-ce que c'est que l'addiction? L'addiction, c'est la perte de contrôle d'un objet de gratification qui peut être une substance ou encore un comportement et dont le symptôme majeur est pour vous bordelé, rien de nouveau, le craving. Donc le craving, c'est l'envie irrépressible de consommer une substance ou de réaliser un comportement alors qu'on ne le souhaite pas. Et le craving va prédire l'usage et le rechute. Donc ici, sur cette courbe, on voit en ordonnée la probabilité d'usage et en abscisse la variation de l'intensité du craving. Et plus le craving augmente, plus la probabilité d'usage augmente. Et donc le patient est à risque de rechute. Alors revenons un petit peu sur la vitamine D. Le déficit en vitamine D, elle est très répandue dans la population mondiale et le seuil optimal a été considéré comme au-dessus de 30 nanogrammes par millilitre. En France, on observe une concentration moyenne de 24,4 avec près de 73% de la population qui est sous ce seuil optimal, ici représenté en camembert, le rose étant le groupe inférieur à 30 nanogrammes par millilitre. Donc, il est important de noter que des paramètres influencent cette concentration en vitamine D, tels que le sexe, le phototype ou l'IMC, avec des taux sériques plus bas
chez un homme de phototype foncé et en surpoids. Alors, de manière très intéressante, il a remarqué que la population addicte n'échappe pas à ce déficit en vitamine D, mais surtout qu'il y a une concentration en vitamine D plus basse qu'en population dite saine. Alors, la dernière revue systématisée sur le lien entre vitamine D et l'usage de l'alcool retrouve des résultats plutôt contradictoires entre les études. Cela est probablement sous-tendu par des biais méthodologiques. Mais une étude de 2021 menée par Ilana Schuster à Mannheim en Allemagne retrouve une corrélation négative entre les concentrations de calcium et le craving chez des patients avec un trouble de l'usage à l'alcool, qui serait potentiellement lié à une hypovitaminose D. Et les patients supplémentés en vitamine D et en calcium avaient un craving moins important que le groupe contrôle, supplémenté en bicarbonate de calcium à J14. Alors, toujours concernant le trouble de l'usage à l'alcool, une étude cette fois-ci népalaise a pu montrer que les patients avec un faible taux en vitamine D avaient plus d'antécédents de rechute et avaient un score plus élevé à l'audit. Donc, l'audit, c'est un questionnaire qui a été développé par l'OMS pour évaluer les consommations d'alcool. Et là, on a beaucoup parlé d'alcool, mais quant aux opiacés, il a pu être démontré que les patients avec un faible taux en vitamine D avaient des posologies plus importantes en antalgiques opioïdes après une opération, et ceux-ci étaient plus à risque de développer un trouble de l'usage aux opiacés. Et enfin, pour finir toute cette revue de la littérature, une étude cette fois-ci norvégienne a montré que les patients avec un faible taux en vitamine D étaient plus à risque de consommer du cannabis. Alors, l'hypothèse, c'est qu'un déficit en vitamine D chez des patients souffrant d'un trouble de l'usage de substances pourrait être associé à une plus forte intensité du craving, amenant à plus de consommation et un plus fort risque de rechute. Alors, l'objectif principal de l'étude, elle a été d'évaluer les liens entre le statut en vitamine D et l'intensité du craving aux substances chez des sujets en demande de prise en charge pour un trouble de l'usage de substances. Et les objectifs secondaires étaient d'évaluer le lien entre la vitamine D et le profil de la sévérité de l'addiction et la polyaddiction, les symptômes dépressifs et anxieux, la qualité du sommeil, l'état cognitif et enfin les indices anthropométriques et nutritionnels. Alors, en termes de méthodologie, les données, elles ont été recueillies après une étude précédente qui s'appelle étude Suède, qui a reçu un avis favorable du CPP. C'est une étude monocentrique observationnelle chez des patients avec un trouble de l'usage d'une ou plusieurs substances. Et les patients ont été recrutés lors de leur prise en charge en hospitalisation complexe dans une unité d'addictologie à Haut-l'Évêque à Bordeaux. Alors, les critères d'inclusion étaient que les patients devaient avoir un diagnostic issu du DSM-5 pour un trouble de l'usage d'une substance. Ils devaient être pris en charge en hospitalisation pendant au moins 3 semaines. Bien entendu, les patients devaient avoir 18 ans ou plus et avoir signé un consentement éclairé. Les critères d'exclusion sont assez communs. Ils ne devaient pas souffrir d'une comorbidité médicale et ou psychiatrique sévère empêchant la participation de l'étude. Il était bien entendu inconscient de faire participer un patient qui présentait un trouble maniaque pour cette étude. Des difficultés de la compréhension de la langue française et enfin, il ne devait pas participer à une autre recherche nécessitant la non-participation à d'autres protocoles tels que le nôtre. Alors, sur la figure, c'est le design de notre étude. Donc, les patients étaient inclus à T0 et ils étaient d'abord hospitalisés et après un consentement libre et éclairé, s'ils étaient d'accord, on les incluait à ce moment-là, donc au moment de l'admission. Et cette hospitalisation devait durer au minimum 3 semaines, et c'est au cours de ces minimum 3 semaines que plusieurs variables ont été recueillies, que je vais vous expliquer juste après. Alors, les premières variables seront les données sociodémographiques, très classiques, âge, sexe, statut professionnel, le niveau des études, qui ont été recueillies à partir des dossiers médicaux. Enfin, le statut, bien entendu, de la vitamine D, mais aussi le statut de la famille de la vitamine B et la CRP ont été recueillis un par un prélèvement sanguin au moment que les patients étaient hospitalisés. L'IMC et le statut de la dénutrition ont été calculés là aussi à J0. La qualité du sommeil a été évaluée via une échelle de PSQI. Pour le craving, donc le craving a été évalué via une échelle visuelle analogique et nous avons fait de même pour l'alimentation. On avait tenté la FCQTR, c'est pour ça qu'elle est notée, mais en fin de compte, c'était extrêmement long et redondant pour les patients, donc on est resté dans tous les cas sur une échelle analogique, tant pour la substance et pour l'alimentation, et ça a été calculé au moment de l'admission, puis on leur demandait de faire une moyenne sur les 7 jours avant l'hospitalisation, puis elle a été réévaluée à la sortie d'hospitalisation et pour les 7 jours avant la fin d'hospitalisation.
Alors, concernant le produit principal et la sévérité du trouble de l'usage, nous avons évalué au moment que les patients étaient hospitalisés et le mini au cours de l'hospitalisation. Enfin, les troubles psychopathologiques ont eux aussi été évalués via une mini et les troubles anxieux et dépressifs aussi via une HAD. Et enfin, les troubles cognitifs ont été évalués avec une échelle MoCA. Alors, au niveau des statistiques, on a utilisé un logiciel qui s'appelle le logiciel Jamovi. On a réalisé une description de l'échantillon pour les variables qualitatives et quantitatives. Et on a réalisé une comparaison intergroupe selon son fameux seuil optimal de 30 nanogrammes par millilitre. Et les variables qualitatives sont analysées via un test de Ki2 ou de Fisher exact. Et pour les variables quantitatives, si celles-ci respectaient une distribution normale, on réalisait un student ou une ANOVA, et le cas contraire, on réalisait un Matt Whitney ou un Kruskal-Wallis. Alors, ce qui nous intéresse quand même, c'est ces résultats. Alors, on a 289 patients qui ont été participés. Les patients étaient principalement des hommes d'un âge moyen de 44,1 ans. Ils étaient essentiellement sans emploi et près de la moitié n'avaient pas obtenu le baccalauréat. L'IMC moyen était de 24,5 et près de 20% étaient dénutris. Les valeurs de la MoCA et du PSKI étaient dans les normes. Et pour les variables biologiques, on a observé une légère majoration de la CRP qui était dans les alentours oui, voilà, de 7,8. Mais surtout, la vitamine D était à 17,3 nanogrammes par millilitre, ce qui est bien plus faible qu'en population générale. Alors, si on parle un petit peu d'addiction par rapport à la description du diagnostic principal d'addiction, les patients étaient surtout hospitalisés pour une problématique autour de l'alcool, puis arrivait la consommation de cocaïne et d'autres stimulants, les opiacés, le cannabis, les benzodiazépines et apparentés. Et enfin, de manière très anecdotique, il pouvait avoir du GHB et de la kétamine, par exemple. Alors, selon le MINI, euh, 73,6 répondaient aux critères du DSM-5 pour le trouble de l'usage de l'alcool, 52 pour la cocaïne et arrivé en troisième position à près de 37% pour le cannabis. Et comme je vous disais, après, c'était pour les opiacés, les benzodiazépines et apparentés. Alors, plus des trois quarts de notre échantillon étaient consommateurs de tabac, consommateurs de tabac toujours actifs, et sans tenir compte de cet usage de tabac, près de 40% étaient polyaddicts, c'est-à-dire qu'ils consommaient plus d'une substance que la substance, la raison pour laquelle ils étaient hospitalisés. Alors, au niveau psychopathologique, les troubles psychiatriques étaient très répandus dans notre échantillon. On a réalisé une mini et 234 ont répondu à cette mini. Donc, ce qui était le premier représenté, c'était l'épisode dépressif majeur à près de 40,6%. Puis non, pardon, les troubles anxieux étaient d'abord représentés, puis arrivaient les troubles de l'humeur, avec avant tout l'épisode dépressif et enfin le trouble bipolaire. On retrouve ce que la littérature nous montre bien, c'est que beaucoup de patients souffraient d'une comorbidité de TDAH et d'un PTSD ou d'une personnalité antisociale. Voilà, ici, je vous ai fait un petit schéma pour l'HAD. Donc, on avait 232 répondants à l'admission et 150 en fin d'hospitalisation. Bon, on voit que peu importe si les patients étaient à seuil optimal ou pas à seuil optimal, dans tous les cas, et heureusement, en début d'hospitalisation et en fin d'hospitalisation, ils diminuaient leur score à l'HAD. Donc là, c'est la description du craving à la substance principale. Donc à gauche, c'est pour l'intensité moyenne du craving sur les 7 jours avant l'admission et les 7 jours avant la fin d'hospitalisation. Donc là, on voit aussi que la pente est descendante. Et à droite, c'est l'intensité du craving au moment de l'admission et à la sortie d'hospitalisation. Et on revoit la même cinétique pour le craving à l'alimentation. Alors, ce qui nous intéresse quand même, c'est quand on va essayer de comparer ces deux groupes, donc seuil optimal et population déficitaire. Lorsqu'on les compare, on voit qu'il y a une différence significative pour l'IMC, le trouble de l'usage au cannabis et l'anorexie mentale. Il n'y a pas d'autres différences significatives pour les autres valeurs, et c'est ça qui est assez révolutionnaire dans cette étude, c'est qu'on voit qu'il y a une différence pour le craving à l'alimentation et surtout à la substance principale, avec des valeurs cette fois-ci significativement plus élevées dans le groupe déficitaire.
Donc, le P est à 0,021 et ici, représenter l'intensité, donc dans ce petit schéma, l'intensité moyenne du craving à la substance principale sur les 7 derniers jours à l'admission et à la sortie. Donc, en jaune, c'est le groupe déficit, donc ils ont quand même des scores plus élevés. Et en vert, c'est le groupe dit à seuil optimal. On voit bien qu'il y a une différence significative en fin d'hospitalisation avec une intensité moyenne du craving plus important dans le groupe déficit. Donc, il n'y a pas du tout la même trajectoire du craving en fonction du statut de la vitamine D. Donc là, on est en train de réaliser d'autres statistiques multivariées ou des ANOVA répétées et je serai très content de vous les présenter une fois qu'on les aura. Bon, bah, discutons déjà de ces résultats qu'on a. C'est que l'hypovitaminose D, elle est quand même vachement plus marquée dans notre population qu'en population générale. Pour rappel, nous, ils avaient une concentration en vitamine D à 17,3, alors que la population générale, c'est 24,4. Le craving à la substance est significativement plus important dans le groupe déficit après 3 semaines de sevrage. Donc, rappelez-vous de ce petit schéma en début de présentation. Ils sont donc plus à risque de rechute à la sortie du service. Il y a probablement une altération des voies dopaminergiques par moins de vitamine D. On se questionne aussi du rôle de l'impulsivité. Il y a un papier là qui est sorti il y a 2 semaines qui montre que la carence en vitamine D pourrait être expliquée à plus d'impulsivité avec des scores à l'UPPS, qui est une échelle qui permet d'évaluer l'impulsivité qui est plus important. Et des études italiennes ont aussi montré que une population avec des troubles des conduites alimentaires avait une impulsivité plus importante qui pouvait être expliquée par une carence en vitamine D. Et enfin, il serait intéressant quand même d'évaluer l'impact d'une supplémentation efficace en vitamine D. Euh, Parlons un petit peu des limites et des perspectives de notre étude, parce qu'elle est loin d'être parfaite. La première limite de notre étude, c'est qu'il y a une différence entre les deux groupes assez important. Plus de 200 étaient déficitaires et près de 30 étaient à seuil optimal. La différence d'effectifs paraît peut-être importante, mais pas tant que ça, parce que c'est représentatif de ce qui se passe en population générale, parce que près de 75% quand même de la population française est déficitaire en vitamine D. Par contre, se questionne un peu de ce choix du seuil, parce que nous, on a pris 30 nanogrammes par millilitre, mais la littérature montre que certains auteurs utilisent plutôt un seuil à 20 nanogrammes par millilitre. Alors pourquoi ce choix-là? C'est que nous, on a respecté les recommandations françaises qui sont de 30 nanogrammes par millilitre. Et nous, notre objectif, c'est quand même de pouvoir aider cliniciens, paramédicaux et de manière générale, tout soignants en France avec les recommandations françaises. Alors, juste avant, dans la slide d'avant, je disais qu'on n'a pas pris en compte les données de la supplémentation au cours de l'hospitalisation. C'est vrai qu'on ne les a pas pris en compte, mais la raison est celle-ci, c'est que la supplémentation en vitamine D, elle est assez longue, c'est entre 3 et 6 mois. Comme la moyenne d'hospitalisation était de 25 jours, on ne l'a pas prise en compte puisqu'on savait que la supplémentation qu'on proposait, nous, dans le service, n'allait pas altérer en tout cas le craving et la concentration en vitamine D. En fin de compte, on n'a pas pris la saisonnabilité et le phototype pris en compte. Ça, c'est vrai, ça, malheureusement, on n'a pas pu, on n'y avait pas pensé un petit peu plus tôt. En effet, on est plus carencé en vitamine D en fin d'hiver qu'en fin d'été. Et comme je vous disais, les phototypes sont différents. Et vous pensez bien que l'exposition au soleil n'est pas la même à Lille qu'à Ajaccio. Enfin, ça serait très intéressant d'avoir un suivi prospectif de plus longue durée en post-hospitalisation, c'est-à-dire qu'on puisse pouvoir les suivre tant sur le craving que la concentration en vitamine D après les 3 semaines en hospitalisation au CHU de Bordeaux. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette petite présentation? Tout d'abord, c'est que la vitamine D, elle interagit avec les voies dopaminergiques impliquées dans le circuit de la récompense, qu'il y a un déficit plus important chez les patients avec un trouble de l'usage qu'en population générale, et que les patients avec un déficit en vitamine D ont un craving à la substance principale plus important en fin d'hospitalisation et les jours précédents. Et en termes de perspective, il y aurait un intérêt de réaliser un essai clinique randomisé dans un service d'addictologie. La vitamine D, elle pourrait maintenant peut-être devenir un biomarqueur du craving, puisque à l'heure actuelle, on n'en a pas. Et ça pourrait être la vitamine D, un marqueur de la vulnérabilité de la rechute. Et enfin, de ce rôle de la vitamine D avec l'impulsivité, c'est quelque chose à explorer par la suite. Je vous remercie pour votre attention.
Ok, super.